Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Ce jeudi ont été présentés les parcours des Tours de France hommes et femmes 2023. Chez les hommes, on savait déjà qu'on avait le grand départ de Bilbao, le parcours qui passera notamment par la Reims, Cauterets, le Puy-de-Dôme qui fait son grand retour, plusieurs jours dans les Alpes, et enfin une dernière étape avant Paris dans les Vosges, mais qui n'est pas la planche des belles filles. Côté féminin, on a un grand départ de Clermont-Ferrand et on ira chercher les Pyrénées avec une arrivée au sommet du col du Tourmalet sur l'avant-dernière étape avant un contre-la-montre final autour de Pau. On va donc dans ce podcast bien analyser ces parcours, notamment les étapes de montagne, là où peut se jouer la course. Regardez, est-ce que c'était un bon parcours? Est-ce qu'il y a des points qui auraient pu être améliorés? Concrètement, voir ce qu'en pensent nos consultants. Ils sont trois aujourd'hui pour décrypter ces parcours. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Johan, salut Johan. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète l'équipe avec Titouan, salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors, on va commencer par le Tour de France masculin, qui donc, je l'ai dit, partira du Pays Basque, de Bilbao. Dans l'ensemble, ce parcours, on a pu voir la présentation ce jeudi. Qu'est-ce que vous en pensez dans les grandes lignes? Est-ce que c'est un parcours qui, dans l'ensemble, vous semble plutôt intéressant? C'est un parcours qui a ses points d'intérêt. Qui a ses étapes qui sont sympathiques, qui a ses enchaînements de cols qui sont pas mal. Mais tu essaies de te forcer pour trouver du positif ou c'est vraiment sincère? Ce que je dis, c'est vraiment sincère. Après, le sous-entendu, c'est que le parcours général est vraiment pas bon, quoi. Mais c'est ASO qui se caricature dans tout ce qu'on leur reproche ces dernières années. C'est l'absence de chrono, une espèce de chrono suivi en côte ridicule de 22 bornes. La surabondance de montagnes d'arriver au sommet ou de quasi arriver au sommet, parce que quand tu as 3 bornes de descente après le col de la Lose, c'est que c'est une arrivée au sommet, faut pas se leurrer. Pareil pour Jouplan, pareil pour même l'arrivée au Markstein le dernier jour, ça reste une sorte d'arrivée au sommet, c'est pas très différent. Il y a des choses qui sont pas si mal, notamment le fait qu'il y ait de la montagne très tôt et très tard, qui va obliger un petit peu à une répartition des forces. Il y a peut-être des bouleversements un peu sur le général, mais c'est pas très réjouissant comme parcours, c'est pas dans le mieux que ce qu'on pouvait attendre. Et il y a aussi la problématique de est-ce que c'est normal qu'à Tour de France se passe une espèce de ligne droite comme ça en plein milieu et évite toutes les autres régions. Mais bon, ça après c'est un débat extra-sportif un petit peu. C'est vrai que géographiquement, et on le voit assez facilement sur la carte, géographiquement il est assez resserré, ça tournicote un petit peu. Je crois qu'il y avait une stat qui avait été postée sur notre forum, sur le forum du groupe Eto, qui montrait qu'il y avait 23 départements qui étaient traversés cette année, contre 32 à 35 en moyenne sur un Tour de France. Donc ça montre un peu ce resserrement et le fait qu'on ne traverse pas énormément de territoires, de départements différents. Non, mais c'est bien, on met en valeur des nouvelles régions, l'Auvergne, les Alpes, les Vosges. Les Alpes. C'est bien, ça change, quoi. C'est des coins qu'on connaît pas, et tout, avec des étapes, avec des écoles qu'on connaît pas non plus, des étapes qu'on connaît pas. On a qui sont des copier-coller des tours d'avant, mais bon. Et puis c'est bien, parce que côté féminin, ça va varier un petit peu, parce qu'on va partir d'Auvergne, et puis on va et on va passer par le Tourmalet. Donc on va aussi et on va finir à Pau. Mais Pau, c'est le prestige, hein, c'est pour ça, c'est intéressant. Si on regarde la course, la moyenne kilométrique des étapes en plaine, des contre-la-montre, c'est une belle création originale qui fait fusion entre le Critérium du Dauphiné et le Tour de l'Avenir, avec une étape dans les Vosges en mode coucou, on fait pas nécessairement le Tour des belles filles quand on y est. Faut quand même remonter à 2009 pour avoir un passage dans les Vosges sans la planche des belles filles.
y a des gros problèmes géographiques et la vision dogmatique du tout pour l'équipe de Christian Prudhomme. Et j'utilise volontairement une variation du mot dogme par rapport à un célèbre interview qui remonte d'il y a quelques années. Qui disait le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Le dogme, c'est que il y en a un quand même, quoi. Et que, voilà, quoi. C'est juste, c'est pas le même que celui qu'il y avait avant. Le tracé, dans sa globalité, est ultra caricatural. Et quand on regarde la carte, on a l'impression qu'ils ont eu des interdictions préfectorales de passer dans certains coins. Mais dans le détail des profils, c'est pas aussi pire que ça aurait pu être. Est-ce que le côté caricatural, du coup, ça fait que c'est un parcours raté ou non? Il y a quand même des belles choses par endroit. Mais ouais, en fait, ce que je ressors en positif, c'est que ouais, ça aurait pu être pire. Parce qu'il y a eu quelques trucs qui futaient un peu à droite à gauche. Les étapes des Pyrénées auraient pu être bien plus mal tracées. On avait évoqué l'éventualité d'un double Grand Colombier. Enfin, il y a des choses. On aurait pu avoir la planche des belles filles pour finir. Donc dans l'ensemble, tu te dis, bon, ça va. Ça aurait pu être pire et finalement, c'est pas si mal. Il y a des points qui auraient pu être améliorés, mais c'est pas si mal dans l'ensemble. Sur le contenu des étapes, ce qui a été proposé, il y en a pour tout le monde, sauf les rouleurs. Merci Filippo Ganna d'avoir été là l'année dernière. Tu peux retourner sur le Giro, c'était sympa de t'avoir vu en juillet. C'est vrai que si vous voulez attirer Evenepoel, là, c'est compliqué. Hein. Avec juste un seul contre-la-montre de 22 km où il y a plus de montées que de descentes, avec notamment la côte de Domancy, entre Passy et Combloux. Bon, on va dire que mais c'est... après, faut comprendre aussi que quand tu as la nécessité géographique d'aller à un point A à un point B sans tournicoter dans la même zone, c'est compliqué de caler des contre-la-montre. Je sens poindre une petite théorie. Petite. Surtout, d'un point de vue purement géographique, le contre-la-montre est intégré à plein d'endroits. Oui, l'endroit le plus évident pour moi, c'est dans l'Auvergne. Part vers le nord, après Vermoulin, donc on peut partir de Vulcania à cet endroit-là, avoir un contre-la-montre de Clermont-Ferrand à Issoire, avec même la facilité logistique, on pouvait avoir quelques bosses, un petit truc accidenté, un parcours de 40-45 bornes, un vrai petit chrono, et il y a le retour qui est tout facile par l'autoroute juste à côté pour d'un point de vue logistique. Aucun problème à gérer quoi que ce soit. On changeait même pas les localités des villes étapes et des villes départ. Après aussi, dans l'ensemble, on parle notamment de ce chrono. Faut quand même aussi souligner une différence par rapport à l'année dernière où Thierry Gouvenou disait on veut pas faire d'étapes importantes au lendemain de la journée de repos. Là, on a ce contre-la-montre qui intervient au lendemain de la deuxième journée de repos. Donc c'est aussi un bon point en termes de placement de profiter de ces journées de repos pour mettre à la suite. Ça pour le coup, c'est vraiment une excellente idée. On a une journée de repos qui est comme pause, mais qui enchaîne un bloc de 3 jours de montagne avant de repartir vers quelque chose de costaud. Maintenant, quitte à citer Thierry Gouvenou, on met plus de contre-la-montre de 60 bornes parce que les étapes de montagne font plus d'écart. Je sais pas si il a regardé le Tour de France en 2022. Ça sera valable pour le Tour 2024 alors. On peut espérer que ce soit ça pour le Tour de France 2024. On peut pas dire non plus que c'est pour nos Français avec un David Gaudu ou un Romain Bardet qui vont se prendre des éclats dès qu'on va voir un chrono plat de 55 bornes, parce qu'à ce compte-là, il faudrait mettre des étapes de montagne de 240 bornes pour que ça leur aille bien. Mais ils se prennent pas d'éclats sur les chronos en plus. Ils se prennent des éclats par rapport à Vingegaard et Pogacar, mais bon, en montagne aussi, donc c'est un peu... L'argument du trou tracé pour les Français, il est fallacieux dans la mesure où on peut pas, aucun Français est capable de rivaliser n'importe où avec les monstres Pogacar, Vingegaard, même Roglic. Tu sens le grand départ Julien Alaphilippe quand même. Le Tour de France Femmes est tracé pour Julien Alaphilippe, mais il y a un petit détail. Non mais le côté pour les Français, j'ai quand même en tête Christian Prudhomme qui évoque sans arrêt la longueur des lignes droites finales dans toutes les arrivées. Est-ce que c'est un appel du pied à ramener Arnaud Démare en juillet cette année? C'est vrai qu'on a eu le joli détail de Poligny, ligne droite finale de 8 km, par exemple. On n'a pas eu la plus belle ligne droite du mois de juillet qui reste décernée à la rocade de Sarzeau. Ah oui, là on est un peu loin de la Bretagne. On est un peu loin de la Bretagne, en effet.
Et donc, sur l'ensemble de ce parcours du Tour 2023, on va rentrer notamment dans la montagne qui va être le cœur de la course, le cœur de la bataille pour le classement général. Quelles peuvent être les étapes clés? Où est-ce que ça peut se jouer en particulier? La Lose. Enfin, l'étape de Courchevel dans son ensemble, principalement. De la longueur du col de la Lose, sa difficulté et l'accumulation de dénivelé sur le long de l'étape. Il y a quand même... Christian Prudhomme a annoncé 5100 mètres de dénivelé. En vrai, on doit être à 4800, quelque chose comme ça. Mais Saizy, Roseland, long choix en plus, qui va quand même être une montée, pas si compliquée, mais avec une descente assez sinueuse qui peut piéger quelques-uns avant d'enchaîner sur la Lose. Franchement, s'il y a bien une étape de montagne où le général devrait se jouer, c'est là. Et peut-être les Vosges, enfin probablement les Vosges aussi, vu que ce sera la dernière occasion, avec l'enchaînement petit ballon plat d'Iracel qui est très très solide, enfin très solide. Massif intermédiaire quand même, 2 cols à 8% qui s'enchaînent comme ça, c'est pas commun, donc je pense que ça sera là que ça se jouera. Johan, la clé c'est l'étape de Courchevel avec notamment ce col de la Loze qui sera emprunté comme en 2020 depuis Méribel, mais d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que là on va passer par Courchevel puis remonter sur Méribel et prendre le col de la Loze et descendre et arriver à l'altiport de Courchevel. Oui, enfin, pas très différent, mais oui, c'est exactement la même montée. Je sais pas si ça va beaucoup changer la configuration de la course, passer par un côté ou l'autre, mais oui, c'est l'étape clairement où tu peux perdre 15 minutes. Hein. Si tu as une différence à un moment, tu vas finir très très loin. La montée de la Lose, tu peux perdre beaucoup de temps, donc c'est sûr que cette étape, il faudra avoir encore beaucoup de jus et être très en forme. Un peu comme l'étape d'Otakam cette année, ce qui s'est passé. On peut avoir peut-être le même genre de configuration. Mais du coup, oui, c'est sûr que c'est l'étape où tout le monde va craindre un petit peu et sous lequel les regards vont être tournés. Donc c'est pas mal de l'avoir un peu isolé en dernière semaine, un peu hors des blocs montagneux. Donc c'est pas si mal. Après, ça va jouer beaucoup aussi sur un peu tous les jours, toutes les petites montées où il faudra être réveillé. Quoi. Les étapes au Pays-Bas, il faudra se mettre vite en jambes. Il y a l'étape Marie-Blanc, ça risque d'attaquer un peu. Après, pareil, on a Jouplane, on a le Grand Colombier, on a le Puy de Dôme forcément. Il y a plein de petites montées comme ça où il faudra être assez nerveux. À voir forcément comment la course va se décanter, s'il y a des coureurs qui vont vouloir mettre beaucoup le bazar, mais c'est un peu nul de tous les jours pour être placé, pour pas perdre de temps, pour pas se prendre un éclat. Donc en fait, c'est un peu... Pour toi, ça peut se jouer un peu partout, un peu tout le temps, tellement il y a des étapes un peu dispatchées, de montagnes dispatchées tout le long de la course. Il n'y a pas forcément une qui ressort du lot, peut-être un peu Courchevel, mais sans plus. Bah, Courchevel, ça ressort quand même du lot, parce que c'est vraiment l'étape la plus dure. Après, ça va plus être un côté un peu Vuelta, où tous les jours, il faudra aller se bouger un petit peu, pas perdre de temps, rester placé, rester actif, pour aller rivaliser dans les arrivées au sommet. Donc, en soi, ce qui correspond bien à une certaine attente de certains spectateurs ou de certains suiveurs, mais où il n'y a pas forcément d'étape qui se dégage énormément, à part du coup l'étape de Courchevel. Titouan, tu aurais une autre étape en dehors de Courchevel qui a l'air de faire un peu l'unanimité? Moi, j'ai un petit faible quand même pour l'étape de Morzine. Parce que bon, déjà, Jouplane, c'est quand même un gros col assez mythique. Pas forcément pour les bonnes raisons tout le temps, mais c'est un très beau col. Puis surtout le début de l'étape que je trouve assez sympa pour la bataille des baroudeurs. Le col de Cou et le col du Feu, c'est des beaux cols dans le Chablais. Ils sont pas souvent utilisés et là, c'est assez sympa de les voir mis comme ça sur le parcours. Bon, c'est pas ça qui va changer la phase du tour, mais ça va faire une bonne petite accumulation de fatigue aussi. Ça peut jouer des surprises dans le final. Bon, il y en a quelques-uns qui vont probablement perdre du temps dans Jouplane, du coup. Et ouais, j'aime assez bien cette étape. L'étape est quand même pas mal gâchée par Saint-Gervais le lendemain, ouais. qui risque de freiner un peu les coureurs, alors que vraiment, c'est vraiment une jolie étape quand même, quoi. Bah là, on va avoir une grosse course par élimination. Enfin, on a dit ça l'année dernière pour quelques étapes, quand on a vu le parcours, on a vu le résultat. Mais on risque quand même d'avoir pas mal une course par élimination.
centre d'attaque ce jour-là. Gros train UAE ou Jumbo, et bon, des mecs du top 5, 6, enfin, jusqu'à 10 qui pètent, et voilà. Donc en gros, ce que vous craignez un peu, c'est que les possibles attaques qu'il pourrait y avoir sur cette étape de Morzine, elles soient freinées en se disant, attention, demain on a quand même l'arrivée à Saint-Gervais au BTX, qui peut faire aussi des écarts et qui est peut-être plus impressionnant sur le papier, un risque de se prendre un retour de bâton. Pas plus impressionnante, mais où tu te dis que Jouplane ça suffit, et puis t'attaqueras dans un 3 derniers kilomètres de Jouplane, et puis que le lendemain tu remettras ça au pied de la montée du BTX, quoi. Parce qu'après t'auras encore Courchevel, t'auras encore le chrono qui, mine de rien, va être à faveur des coureurs les plus forts. Donc t'as l'étape même du coup vosgienne encore à la fin, où petit ballon Plazer-Vasel, t'as quand même largement de quoi faire des écarts si t'es fort. Donc. Après, le problème de Ça, ce ballon Plazer-Vasel, c'est là aussi la distance de l'étape, quoi. 133 km pour une dernière étape du Tour, je sais pas si tu peux fatiguer énormément d'équipiers sur cette distance, quoi. Faut être très fort, même si c'est la fin de Tour. 133 km, bon, ça pourrait être la longueur de la dernière étape du Tour de l'Avenir ou du Tour de France Femmes. Ça peut pas jouer justement sur un côté explosif un peu, ou c'est trop dans un entre-deux? On veut jouer sur l'explosif, on commence pas par une montée de 11 km à 5% avec ce. Oui, parce qu'on aura rapidement le ballon d'Alsace en 11 km 5 à 5%. Et ça, c'est un bon point avec les étapes de montagne où plusieurs ont des difficultés assez tôt. Justement, ça, c'était une remarque qu'il y avait sur le Tour de 2022, où il y avait beaucoup d'étapes qui commençaient par un long plat et ensuite les montées. Là, on a moins ce phénomène cette année. Et c'est ça, en fait. Moi, quand je vois les étapes, il y en a beaucoup. Les Pyrénées, c'est un petit peu à part parce que ça arrive très tôt. En deuxième semaine, après, on a surtout de la course de côte, puis de Dôme, Grand Collier. Ça va pas chercher plus loin, mais ça l'assume de pas aller chercher plus loin. Le cœur des Alpes, après, on a un morceau où on va avoir des belles journées pour le maillot à poids, avec beaucoup de cols en cours de route, avec des baroudeurs, grimpeurs qui vont bien pouvoir. Et la fin, bah oui, c'est de la course de côte, directe ou indirecte. Moi, je suis quand même content qu'il y ait plus de courses de côte directes, type Jouplane avec la descente, qui reste un peu piégeuse, type Courchevel avec la légère descente vers le nord. Ça change pas globalement ce qui va se passer dans la montée qui est avant, mais ça évite la phase d'attente débile avec les grimpeurs qui attendent de s'attaquer à 350 mètres de l'arrivée parce qu'ils peuvent récupérer 10 secondes de bonif comme ça. Alors, je préférerais qu'il y ait absolument pas la moindre seconde de bonification à partir de la première étape de montagne, en tout cas au moins pas dans les étapes de montagne, mais ça évite cette attente exacerbée qu'on a eu parfois ces dernières années. C'est vrai que justement, par rapport aux bonifications, un petit point au passage, il y aura de nouveau des points bonus qui attribueront des secondes de bonification. On n'a pas le détail, on sait juste que ça sera sur 6 étapes sur le parcours. Voilà, juste pour ce qui ne change rien pour la lutte. Oui, voilà, parce que... Sauf classement ultra serré, ce qui... C'est rare. On va pas se le cacher, les bonifications qui sont à coup de quelques secondes, c'est 8, 5 et 2 secondes. Les bonifications, ça sert pour les courses d'une semaine, où tu as moins d'occasion de faire des écarts, ou des courses qui sont un petit mal plates, type course par étape d'une semaine, ou éventuellement avec des petits cols et tout ça. Dans Paris-Nice, dans les 4 jours de Dunkerque, là, les bonifications ont un rôle clair, précis et intéressant. Sur le Tour de France, non, je préfère voir les mecs s'attaquer pour prendre 15 ou 20 secondes que d'attendre et les derniers kilomètres pour attaquer. Puis là, on peut même pas dire que ça peut faire changer de maillot jaune en première semaine, parce que vu les difficultés quand même qui sont mises au Pays Basque, les écarts ils vont se compter, bon, pas forcément en minutes, mais au moins en trentaine de secondes. Les 8 secondes de bonification, ça aide vraiment à la marge, donc on peut même pas leur accorder ce crédit, dire pareil. Bonif, ça sert dans une première semaine plate. Voilà. Et après, pour revenir à la montagne, aux étapes de montagne, donc on a dit dans l'ensemble, on a grosso modo, pour regrouper un peu les packs d'étapes de montagne, on en a 2 dans les Pyrénées, la Reims-Cauterets, on en a une dans le Massif Central, le Puy-de-Dôme, on en a 5 en comptant le chrono dans les Alpes, et on termine avec une dernière étape dans les Vosges de montagne. Ce qui fait donc au total 9 étapes de montagne. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez le sentiment que c'est bien dosé en termes de difficulté sur l'ensemble de ce Tour de France? C'est trop. C'est trop? Pourquoi? À chaque fois qu'il y a, sur tous les Tours de France, on peut remonter aussi loin à chaque fois,
maximum 4 ou 5 étapes de montagne qui sont bien agitées. Par bien agitées, j'attends plus que l'élimination par l'arrière des peurs et ça attaque pendant 3 heures et demie. Et total de 30 cols qui se retrouvent à être un petit peu surdosés par quelques cols de deuxième catégorie. Typiquement, l'étape Pau-la-Reims, elle peut être un peu allégée. Si on fait une première étape où il y a Marie Blanc, je trouve le Soudé sert pas vraiment cette étape. Il y aurait eu un impact énorme si on se retrouvait à avoir juste Marie Blanc. Le début de la pente qui va permettre aux sprinters de Mercedes Gruppetto. Et ensuite, on a les 4 km à 10% sur le final, où là, ça aurait pu se garer de partout. On a l'étape de Tré le lendemain. Un Tourmalet, ça suffit à lui-même. C'est pas la peine de monter jusqu'à Cambas qu'on peut arriver dans les rues de Tré. Et ça fait un truc qui est bien sympa comme ça directement. Ça permet juste de rajouter un peu de pourcentage sur le final. Parce qu'on a quand même des kilomètres à 10-11% sur le passage entre Cauterets et Cambasque. C'est pas gênant, on n'est pas pris des grimpeurs à l'arrivée de l'étape. Non, quoi. Bon, dans l'ensemble, donc, si l'on conclut, tu aurais des modifications à faire, à enlever par-ci, ajouter par-là, changer un peu. Johan, Titouan, pour votre part, en termes d'équilibre, d'ensemble, des difficultés, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il y a un peu trop de haute montagne, en même temps pas assez. Enfin, la montagne, elle se ressemble un peu tout le temps, c'est toujours. Enfin, dans les Alpes, on est souvent dans des cols qui se montent, à part la Lose, des cols qui se montent dans quoi, en 40 minutes, quelque chose comme ça, même moins. Ouais, même beaucoup moins, je crois. Ça varie pas énormément. Et surtout, il y a vraiment trop de montagnes. Trop de montagnes. Parce que en regardant que les Alpes, on peut se dire que ça va à peu près, mais on oublie qu'il y a aussi la course de côte du Grand Colombier qu'on oublie un peu dans ce parcours, je trouve. Mais qui fait quand même un temps fort, entre guillemets, qui va un peu concentrer les attentions pour en plus un résultat qui ne devrait pas être top. Bon, voilà. Plus le Puy-de-Dôme aussi qui va concentrer des attentions pour pour une course qui ne va pas être passionnante. Donc, personne ne va attaquer avant le dernier kilomètre, ce serait insensé. Donc, trop de montagnes, je trouve. Après, il y a un truc un peu sympa, c'est quand même les étapes un peu intermédiaires. Il y a un plutôt bon équilibre, je trouve. Il y en a suffisamment. Bon, peut-être pas assez pour vraiment des dieux baroudeurs. Mais à ce niveau, je trouve que c'est quand même un petit plus. Il y a de quoi faire pour les moins bons grappeurs, mais qui se débrouillent quand même. Pas beaucoup, justement. Il y a beaucoup de montagnes. Il n'y a pas beaucoup d'étapes de moyenne montagne ou de accidentées. Ou il y a l'étape du Beaujolais qui forcément ressort pas mal, qui est assez jolie. Mais sinon, c'est un peu pauvre de ce point de vue-là. Il y a vraiment la montagne qui cannibalise un peu tout, quoi. Il y a de la place pour les sprinters cette année, et il y a de la place pour la montagne. Mais typiquement, des petits massifs intermédiaires, des petites bosses, des petits machins, c'est un peu le manque cette année, quand même. On a quand même Issoire et les 2 premières étapes qui sont intéressantes à ce niveau. Oui, les 2 premières étapes, mais les 2 premières étapes vont être déjà un peu bouffées par le... Enfin, je sais pas comment dire, bouffées un peu par l'huile des favoris, l'attentisme des premiers jours et tout ça, donc ça se que je gâche un peu. Et Issoire, oui, c'est sympa, mais ça fait un peu l'étape de baroudeur classique. Justement, moi, c'est le souci avec la surdose de montagne. Si on compte le nombre d'étapes qui peuvent courir aux favoris du classement général, ils vont pas tous les jouer et on aura un ressenti de déception. Si on se retrouve à avoir, par exemple, au Puy-de-Dôme, les favoris Smart qui est 4 secondes d'écart entre eux et devant une échappée complètement lambda qui se retrouve à jouer étape. Et je dis ça pour le Puy-de-Dôme, mais on peut remplacer ça par le Grand Colombier ou par n'importe quelle étape des Alpes. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a tellement d'étapes de montagne qu'il y en a forcément que forcément toutes ne seront pas extraordinaires et que si on en mettait moins, il y aurait plus de chances que toutes soient bien exploitées, peut-être. Les étapes de montagne bien exploitées entre guillemets par rapport à leur potentiel théorique, il y en a à chaque fois 4, 5 chaque année. Souvenir de l'étape de l'Alpe d'Huez l'année dernière. Alors les descentes de Tom Peacock, c'était super beau à voir, mais une étape qui enchaîne 3 cols hors catégorie et qui finit à l'Alpe d'Huez, je veux dire, le fait marquant de l'étape de l'Alpe d'Huez, c'est les descentes de Tom Peacock.
Bon, cela dit, on avait eu un truc incroyable la veille avec le Granon, donc bon. Oui, mais justement, voilà, on peut pas avoir un truc exceptionnel tous les jours. Je me mets au défi, Christian Prudhomme et Victor Hugo, mettez un Tour de France où vous avez 5 étapes de montagne. Ça va flinguer tous les jours. Et à côté, s'il y a plus d'étapes théoriquement plates, théoriquement pour sprinters, on va se retrouver à avoir les baroudeurs un peu gaziers qui vont avoir l'occasion de se jouer une étape. Donc si je résume, tu es partisan du moins de montagne pour plus une course plus ouverte, plus d'ouverture dans ce que tu imagines. Et si tu mets 9 ou 10 étapes pour les sprinters, jamais les sprinters ils en gagnent 9 ou 10. Sauf si tu mets 8 de ces étapes dans la première semaine. Et bon, plus en 1999. Si tu répartis bien les étapes de plaine et ou un peu piégeuses, dire une étape typiquement comme celle de Limoges cette année, c'est pas la même si c'est une étape comme ça, tu l'as fait le 3e jour de course, ou si tu l'as fait en fin de semaine, ou si tu l'as fait en semaine. Et des étapes comme ça, en plus, ça a le côté pratique, tu peux les faire quasiment partout sur le territoire français. Donc, t'es pas obligé de te concentrer à fond sur les massifs intermédiaires. Parce que bon, voilà, quoi, on sait que Christian Prudhomme, il adore les massifs intermédiaires, mais tu peux pas non plus faire un Tour de France sans les Pyrénées ou sans les Alpes. Alors, quand tu fais les Alpes, les Pyrénées, et que tu te fais tous les massifs intermédiaires, bah... Ça monte vite, on va dire. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée de Geoffrey de proposer moins de montagne pour en se disant que ça donnerait une course plus ouverte? Ça ouvre plus de profils un peu différents qui peuvent s'exprimer. Après, moi, ce qui m'intéresserait dans la réduction d'une étape de montagne, c'est surtout de faire des étapes de montagne plus dures, où tu aurais des étapes plus longues et plus d'enchaînements de cols, où tu montrais un peu les dénivelés. Comme ça, tu pourrais avoir genre 2-3 grosses étapes vraiment à plus de 5000 mètres de dénivelé qui seraient un peu marquantes tout au long du Tour de France. Ce qui est un peu compliqué quand tu as 50 étapes différentes que tu dois, où tu as t'as un col et que tu dois répartir tes cols un petit peu partout. Et forcément faire des étapes un peu plus accessibles. C'est que justement, par rapport à la longueur des étapes, ce qu'on a cette année, c'est grosso modo, on en a pour les étapes de montagne, on en a 280 km, 2 150, et après les autres c'est dans cet ordre-là, 130, 140, donc on va plus chercher vraiment la longueur, alors que par exemple le Giro sur le parcours qui a été présenté il y a quelques semaines, on a des étapes de montagne qui font 190, 200 km. Ça, à quel point ça peut manquer sur un Tour de France? Déjà, le Tour de France, ils n'ont pas d'excuse de la neige. Donc, ils peuvent pas. Oui, ça c'est sûr. Les étapes, afficher leurs intentions dès le début. Mais clairement, ça manque parce que en plus, on a vu que les coureurs voulaient des courses d'endurance. Vingegaard, il avait clairement dit que lui, sa filière, c'était les courses d'endurance et que justement, il aimait bien ça. Et on a vu que ça a fait le spectacle l'année dernière, quoi. Entre le Granon, Otaka. Bon, c'était pas des étapes extrêmement longues, mais il y avait des longs cols et on jouait sur la filière endurance. Là, même quand tu vois que la plus longue étape, c'est Saint-Sébastien, Bayonne, 209 km, on se dit qu'il y a C'est quasiment du jamais vu que l'étape la plus longue du Tour soit aussi courte. C'est du jamais vu. C'est ça. Donc on perd un peu ce côté endurance. Johan, Geoffrey, vous déplorez ça un peu comme Titouan? Complètement. On ne pense pas non plus à ce qu'il y ait des étapes de 300 bornes dans la plaine, à ce que les étapes de plaine fassent 260 bornes, mais tu peux en mettre une, quoi. T'es pas obligé de te bloquer en montagne à 150 bornes. Tu regardes les profils des étapes de montagne, les PT, ça fait presque étape marathon avec 180 km au compteur, quoi. Surtout, c'est très étonnant de cette esquive des étapes longues, alors qu'une des plus belles étapes ces dernières années, c'est l'étape du Creusot, dont SO était extrêmement content, qu'on nous a beaucoup vendu sur la longueur et où ça a vraiment marché le coup de la longueur et tout ça. Et pourquoi ils refont pas ce genre d'étape? Vraiment, là on sait un peu pourquoi, c'est aussi parce qu'ils tournent en rond et que du coup tu vas pas tourner en rond pour faire 250 bornes, mais il y a quand même des trucs qui ont marché, qu'ils ont testé sur les tours d'avant et qui ne réutilisent pas, et c'est un peu dommage. Dans l'ensemble, après, on a parlé d'équilibre de montagne, évoquer l'équilibre avec le contre-la-montre, parce que on dit souvent le contre-la-montre c'est un élément important sur le Tour de France.
Là, au final, ce contre-la-montre, il va pas changer l'équilibre. Bah, là, il est là pour dire qu'il y a un contre-la-montre, mais sinon, il sert à rien. Il va pas défavoriser spécialement les grimpeurs. T'as pas le temps de te prendre un tir sur 22 bornes. Pour Guillaume Martin, c'est super, hein. C'est une très bonne nouvelle pour lui, mais bon, pour les autres, c'est pas très intéressant. On dirait que s'ils avaient pu mettre une étape de montagne à la place, ils l'auraient fait, mais c'était, ouais, comme tu dis, c'est vraiment histoire de dire que et on peut sortir les roues lenticulaires. Et encore, nous de Mancy, Ouais, je sais pas où tu peux les sortir, les roues lenticulaires, parce que tu commences par une petite côte, t'as 4 bornes de plat, et puis t'as Domancy. les constructeurs de cycle vont être contents. Ah bah là, les vélos chrono vont pas beaucoup servir en juillet, hein. Ça. Point pour ce contre-la-montre, c'est le placement après une journée de repos. Oui, et voilà. Après une journée de repos qui suit un massif. Donc, Ça, voilà, on en avait parlé justement, ce côté profiter de la journée de repos pour s'en servir dans la difficulté dans l'ensemble de ce Tour de France et en jouer, et pas se dire seulement le lendemain de journée de repos, ils sont fatigués, ils ont du mal à reprendre, donc on va faire un truc un peu light. Même si bon, entre guillemets, c'est que un contre-la-montre, ils auraient foutu, je sais pas, l'étape de Courchevel par exemple, au lendemain de la journée de repos, ça aurait été différent. Bref, tout un autre sujet. Un petit point aussi sur une étape qu'on n'a pas trop parlé, le Puy-de-Dôme, montée un peu mythique, historique notamment, avec 1964 et l'affrontement entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. On a donc le retour, ça fera 35 ans qu'il y avait eu la dernière arrivée au Puy-de-Dôme, qui datait donc de 1988. Depuis, l'environnement avait complètement changé. C'est un peu, entre guillemets, un peu un tour de force de pouvoir faire une arrivée du Tour de France actuellement au sommet du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que ça peut apporter pour la course, cette arrivée au Puy-de-Dôme? Pour la course, pas forcément grand-chose. Pour le symbole, pour le côté sympa de la montée, et puis ça fera des souvenirs aux vieux. Et puis c'est intéressant de la revoir sur le Tour de France, mais c'est une montée qui est très Vuelta avec le final à 12%, mais c'est pas un placé à un moment de la course ni dans une étape où ça risque d'avoir un gros impact. Ça sera peut-être la première grosse démonstration de force d'un favori, donc peut-être que ça restera marquant pour ça, mais c'est pas sûr que ça ait un gros impact non plus. Donc tu t'attends pas à grand chose sportivement, sachant que vraiment la partie entre le parking et le sommet du Puy-de-Dôme, qui vraiment fait le serpentaire un peu en escargot, le long de la voie de chemin de fer, c'est 4 bornes à plus de 11%. Oui, c'est une montée qui au final est assez courte, donc c'est difficile de savoir ce que ça va faire ou ce que ça va avoir comme intérêt. Après, c'est clair que c'était attendu par beaucoup de monde, ça faisait rêver beaucoup de monde, donc c'est bien que ça soit sur la course. En soi, sur une course de côte, c'est même pas si mal placé sur la course où ils ont évité de le mettre ils auraient pu faire le coup de le mettre en dernière semaine et où ça aurait pu faire une étape vraiment décevante et vraiment pas intéressante. Là, en soi, où c'est placé dans la course, c'est très bien, quoi. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses pour ta part? c'est pour moi un retour un peu cosmétique plus que sportif. On tape hommage à Raymond Poulidor, là ici, avec le départ d'un Leonardo Nota. Comme on a d'autres étapes qui sont voulues hommage à d'autres coureurs, André Garriga, Secania par exemple. Sportivement, ça va se limiter à une course de côte de 4 km, avec les 4 km à 11%, et on va avoir un sprint en bosse très bonifié. Ça aurait pu avoir un impact sportif un peu plus grand s'il n'y avait pas eu d'étape de montée avant, et en partant de Bilbao, forcément, ou Pyrénées. Oui, ça aurait été plus intéressant en début de montagne, pour découvrir la montagne, et ce profil course de côte qui sera plus ou moins ce qu'on aura, même si on n'a pas l'étape dans son intégralité. Typiquement, si je repense au départ qu'on avait du Tour de France 2016, où on avait 4 étapes globalement plates, même si une termine et on avait le 5e jour de la montagne, et avoir passé le Puy-Marie. Typiquement, 5e ou 6e étape, première étape de moyenne montagne, là on termine au Puy-de-Dôme, on termine avec les 4 km à 11% qui vont être très violents. Là ça aurait eu un impact parce que ça aurait été la première référence. Là on aura déjà une petite idée de qui est du tout dans le coup et de qui est très fort. Maintenant, est-ce que ça va avoir un gros rôle sur le classement et ce qui va se passer après? On a en tête duel Poulidor-Anquetil de 1964 avec une des les plus mythiques de l'histoire du Tour. On cherche cependant un successeur à Eric Mekler et à Johnny Veltz.
Voilà. C'est pas les noms les plus parlants dans l'histoire du Tour de France, en effet. On avait commencé par copier Montes, mais 80, c'était déjà plus la grosse référence. Avant d'évoquer les étapes pour sprinter, vous en avez parlé rapidement, c'est les étapes, on va dire, intermédiaires. C'est Bilbao, Saint-Sébastien, Issoire, Belleville en Beaujolais. Alors notamment Issoire et Belleville en Beaujolais, on n'a pas encore le parcours bien défini. Mais ces étapes intermédiaires, pas plates, pas de montagne, quel rôle elles peuvent avoir sur l'ensemble de ce Tour de France, pour vous? Maillot jaune puncher, baroudeur. Les 2 étapes basques ont intérêt d'avoir des difficultés différentes. Premier jour, les côtes plus courtes mais plus raides, et l'étape de San Sebastián avec leur une plus longue et pentue, mettre en avant des punchers, mais des punchers différents. Walaf revient en juillet, s'il te plaît. Et les 2 autres, en revanche, qui sont plus tard, on aura passé le premier massif, on aura passé le Puy-de-Dôme, c'est clairement des étapes qui vont revenir au... Donc c'est pas des étapes, Issoire, Belleville en Beaujolais, c'est des étapes qui ne joueront pas un rôle en particulier pour le classement général. Je pense pas. Titouan, qu'est-ce que tu en penses toi pour ta part de ces étapes? Je pense pas que ça va jouer un gros rôle sur le général, notamment pour Belleville, je pense, que le tempérament de Pogačar, de ce qu'on a vu ces dernières années, ça aurait pu éventuellement donner quelque chose, mais j'ai vraiment peur qu'avec la course de côte au Grand Colombier le lendemain, et pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est quand même une assez longue transition entre le dernier vrai col et l'arrivée, enfin, assez longue. Il va y avoir 20 km, je crois. Mais j'ai peur que ça accouche d'une souris. Et pour les autres, on va avoir quelques attaques, mais pas non plus. J'ai pas de grosses attentes non plus. Je trouve que c'est des belles étapes, mais vu leur placement, ne peut pas sortir d'un feu d'artifice. Je pense que ça peut donner quelque chose comme pour celle du Pays Basque, un peu comme le grand départ à Nice, donc avec des attaques dans le dernier col, un petit groupe qui s'isole et derrière d'autres favoris qui se tiennent dans le même temps, mais pas plus que ça, quoi. Ça, dans l'absolu, ça pourrait faire que des étapes pour Van Aert. Bon, heureusement, ce sera pas le cas, mais voilà. De toute façon, les étapes qui conviennent pas à Van Aert, il n'y en a pas beaucoup dans l'ensemble. Et justement, pour faire la transition, on va évoquer les étapes plus plates, plus pour les sprinters. Alors, l'année dernière, ça avait fait un peu jaser en disant il n'y a pas grand-chose pour les sprinters. Là, cette année, on revient à davantage d'étapes qui leur seront destinées. On a notamment Bayonne, Nogaro, Bordeaux, peut-être Limoges, Moulins, Bourg-en-Bresse, peut-être Poligny, et enfin on termine avec Paris et les Champs-Élysées. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes pour les sprinters. C'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose, et ce qui est une excellente chose, c'est le peut-être dans les étapes de sprint que tu as listées. On a 8 étapes de plaine, porte à parier qu'on n'aura pas 8 sprints massifs. Et c'est ce qui se passe quand on a beaucoup, parce que les équipés de sprinters ne pourront pas rouler autant de jours, ils ne pourront pas rouler dans les étapes les plus accidentées. Et donc ça amène des étapes un petit peu différentes. Alors que si on en a 5, forcément, oui, on va avoir un mec et demi dans l'échappée, et c'est tout. Johan, tu rejoins Geoffrey sur cette idée d'avoir des étapes plus que l'an dernier pour Sprinter, et aussi à la fois en même temps des étapes qui seront ouvertes et pas forcément dévouées aux sprinters. Elles sont, on n'a pas le détail, donc c'est compliqué de dire à quel point c'est complètement dédié aux sprinters. Après, c'est très bien de retrouver un beau quota d'étapes de sprint bien réparties sur le parcours en plus, où ça pourrait être intéressant, où les sprinters vont pouvoir se faire plaisir, où des équipes vont pouvoir se dédier vraiment au sprint sans avoir l'impression de jouer leur vie sur 2 étapes sur tout le Tour de France, quoi. Ce qui est marrant, c'est que les étapes de plat, elles marchent quasiment par paire. On a Bayonne-Nogaro, les Pyrénées, Bordeaux-Limoges, le Massif central, Moulins qui est tout seul, puis les Alpes, Bourg-en-Bresse-Poligny, et puis après on finit avec les Champs. Donc ça marche par paire un peu, quoi. Poligny, honnêtement, si tu veux, je te fais le pari maintenant que ça arrivera jamais au sprint, mais voilà. Mais oui, c'est bien d'avoir ces petits blocs comme ça, de répartir un peu. En plus, on va pouvoir un peu avoir une ronde des sprinters avec un peu différent, les sprinters de première semaine, les sprinters un peu plus endurants, à Jesper Philipsen ou des trucs comme ça. Ça va être assez sympa à voir. On va pouvoir avoir un peu les plateaux qu'on avait plutôt sur le Giro ces derniers temps. Enfin, donc ça va être cool à voir.
Je sais pas s'il y a beaucoup d'échappés qui vont pouvoir jouer ces étapes, mais ça va être. Enfin, c'est bien qu'on remette un vrai quota, que le maillot vert va jouer un peu plus avec les sprinters, peut-être, potentiellement, je sais pas. C'est compliqué, mais Ça dépend de qui le jouera, quoi. ça dépend si l'autre il fait promis des sprints massifs aussi. L'autre, c'est Wout van Aert. L'autre, c'est Van Aert. Ah oui, s'il commence à gagner les sprints massifs, en plus d'aller chercher des points un peu partout sur le reste, ça fait un peu comme à Peter Sagan, sauf que Sagan n'était pas équipier du maillot jaune. Après bon, il y a aussi le côté, pour les sprinters, c'est toujours un peu compliqué d'analyser comme ça, direct en ayant juste le parcours d'ensemble, parce que ça dépend aussi beaucoup des détails des fins d'étape, et justement ces étapes plates, on n'a pas les détails en octobre, il faut attendre juin pour avoir tout ça. Donc, Je pense pas qu'on aura de surprise tant que ça sur les profils. Moi, ce que j'attends de voir, c'est plus le détail des arrivées. Est-ce que ça va être des arrivées un peu variées, ou est-ce que ça va être très monoïtique, genre à chaque fois 2 km de ligne droite et puis. Ce qu'on a de ce que j'ai vu pour l'instant, il y en a au moins 3 que je connais. On a Nogaro qui fait le tour du circuit automobile pour arriver. Donc, je pense que logiquement, il y aurait une arrivée sur la ligne d'arrivée du circuit. Bordeaux, on arrive sur les quais, sur les quinconces, donc on aura probablement plus d'1 kilomètre de ligne droite. C'est pas forcément très large, par contre, donc ça sera à prendre en compte. Et après, Poligny, qu'on l'a dit, alors toi tu crois pas à un sprint, en tout cas Christian Prudhomme l'a vendu comme ça, ligne droite finale de 8 km, et puis les champs, ça tout le monde connaît. Puis Limoges aussi, ça devrait un peu varier des autres, parce que comme souvent à Limoges, c'est impossible de faire un sprint plat, vraiment. Donc ça doit faire un peu un sprint de costaud pour avoir éventuellement des Caleb Ewan ou des sprinters comme ça, ou même des marques un peu plus à leur avantage. Enfin, ça change du sprint plat ou c'est juste du placement, mais voilà. Après, tu sais, Limoges en 2016, c'est Marcel Kittel qui avait gagné sur un sprint en faux plat montant, et Marcel Kittel c'est pas connu comme étant le meilleur sprinter dans les bosses. J'ai préféré oublier ça. Oui, non, c'est Marcel Kittel qui gagne, mais ça, c'est sans échapper à un sprint massif nécessairement, ça varie un peu l'approche du sprint, même les sprinters avantagés. Et puis bon, après Kittel, pour Quick Step, c'était quand même, c'était pas infâme dans les bosses de souvenir. C'était pas Sagan, mais voilà. Bon, donc dans l'ensemble, avec tout ça, on a brossé le portrait un peu global de ce parcours du Tour de France 2023. Donc on a pas mal d'étapes de montagne, on en a 9 si on compte le contre-la-montre de Combloux. On a donc 8 étapes plates plus ou moins. Il y aura toujours cette question, lesquelles arriveront au sprint et lesquelles peut-être arriveront pas au sprint, un petit comité ou pour des échappées. On verra, et donc 4 étapes, on va dire, dites intermédiaires, qui sont plus soit pour, comme vous l'avez dit, plutôt en Bilbao, Saint-Sébastien, pour les coureurs qui vont jouer le général, ou des punchers qui vont aller chercher le maillot jaune, et les deux autres... Sébastien, on peut avoir des sprinters peut-être qui passent, ou des sprinters costauds après, mais par exemple Jasper Philipsen, comme on l'avait vu à Lausanne, pas loin de tenir, tu penses qu'il peut tenir à Saint-Sébastien? Je sais pas, ça dépendra de l'étape, mais c'est pas impossible que ça escamote un peu à ce moment-là de la course, donc je sais pas s'il y a vraiment des équipes qui vont vouloir durcir complètement pour faire éclater le peloton, si jamais c'est encore groupé au pied du Giscabel. Donc c'est pas possible pour moi que tu vois avec des coureurs un peu comme ça qui passent, et que tu te retrouves avec un sprint à 70 coureurs avec quelques sprinters encore dans le lot. À présent, je vous propose de passer, après avoir parlé du Tour de France masculin, à évoquer le parcours du Tour de France féminin qui a été présenté également ce jeudi. Donc on a cette fois pas le départ de Paris, on a un départ de Clermont-Ferrand. On aura des arrivées dans l'ordre à Mauriac, à Montignac-Lascaux, à côté de la grotte de Lascaux. Rodez, Albi, Blagnac, et enfin le col du Tourmalet et un contre-la-montre autour de Pau. Dans l'ensemble, comment vous le trouvez, ce parcours du Tour de France femmes? Je le déteste. Donc on a un je le déteste par Johan, Geoffrey varié. Non, j'allais dire Marianne Vos l'aurait adoré
Ah, peut-être qu'elle l'adore, hein, ça, elle était pas présente, donc on n'a pas su ce qu'elle en pense. Titouan, pour compléter le trio, parce que je sens que Geoffrey a pas forcément envie de se mouiller. Je suis un peu mitigé. Alors, j'aime bien la première partie, il y a quelques bonnes étapes. Enfin, j'aime assez Rodez dans le principe. Même Lascaux ou des étapes comme ça, qui sont assez sympas. Après, il est un peu moche. Hein. Enfin, l'étape de Tourmalet et Pau, juste après, c'est infâme, je trouve. Autant en termes d'agencement que même dans les étapes elles-mêmes, c'est très moche. Donc, bon. Puis je parle pas de Clermont où il y a juste une boucle autour de la ville plate, avec une petite bosse sur la fin pour faire un peu de relief. La première étape, je la comprends pas. Enfin, je la comprends dans l'idée sur le tracé, un truc avec une bosse, ça fait un truc très ouvert pour le premier. C'est justement pas mal, justement, d'avoir ce côté ouvert qui peut finir aussi bien au sprint que par une attaque qui sortirait dans cette côte. C'est plus géographiquement que Ah, si tu te dis, il y aurait eu moyen de faire tellement de choses différentes. C'est ça. L'étape de Mauriac, le deuxième jour, est bien accidentée et ça pourra commencer à poser des choses pour Sprinter. Puis Rodez qui fait quelque chose de plus intéressant, je trouve, que les étapes du tour masculin. C'est arrivé à Rodez. Avec un final différent d'ailleurs. C'est pas exactement la même arrivée que lors des derniers tours masculins. On n'a plus la côte RAGT Semence arrivée dans le centre de Rodez. Ensuite, Albi, a priori pour un sprint, mais il y a quand même quelques côtes à voir le vent. Blagnac, c'est pour sprinteuse, mais il en faut pour les sprinteuses. Il faut que Lorena Vibes se rassasie. On verra l'année prochaine, hein. Peut-être que ça évoluera un petit peu dans le marché des sprinteuses. Cette année, c'était l'année Lorena Vibes, mais il y a d'autres jeunes sprinteuses qui arrivent. Le week-end final, en revanche, la déception, c'est l'ordre des étapes. Le Tourmalet d'abord et le contre-la-montre après, ça aurait été sympa que ce soit dans l'autre sens. Maintenant, à voir qui va prendre le dessus sur le Tourmalet. Et quitte à arriver au Tourmalet, je préfère que ce soit sur ce versant-là. C'est beaucoup plus difficile, je trouve, que. Et le contre-la-montre, 22 km, c'est nickel pour une course par étape d'une semaine. Cela dit, ce qui est pas mal aussi, c'est que on a un contre-la-montre qui est aussi long que chez les hommes et qui est plus plat. Et qui une distance qui est adaptée à une course d'une semaine. Parce que tu as une course d'une semaine, tu vas mettre un chrono de 40 bornes alors que tu n'as qu'une seule étape de montagne pour faire des écarts et une seule semaine de course. Contre-la-montre de 22 km est parfait pour une course d'une semaine avec une seule étape de montagne. Pas du tout pour le tour masculin. Et du coup, tu parlais pour toi le problème, surtout sur le week-end final, c'était l'ordre d'avoir d'abord Tourmalet et ensuite le contre-la-montre. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir dans l'autre sens? Ça changerait que tu sais les écarts qu'il y a, tu sais ce qu'il y a à combler, les grimpeuses n'ont pas le choix, elles savent qu'elles doivent attaquer si elles ont perdu du temps, alors qu'on peut avoir l'idée de peut-être que je ne vais pas perdre. Il peut y avoir aussi la crainte de se donner à fond une journée et de le payer le lendemain dans le... Mais bon, après, l'arrivée finale est à Pau parce que pour avoir l'arrivée, donc... Johan, Titouan, qu'est-ce que vous en pensez notamment cet ordre du week-end final avec d'abord le Tourmalet, ensuite le contre-la-montre, comme Geoffrey, ça aurait été mieux l'inverse ou simplement faire sauter un des trucs? Déjà, changer l'ordre, bon, c'est bien, mais aussi déjà juste changer la tronche et l'étape de Tourmalet, quoi. Bon. Après, à partir du moment où on peut pas changer l'étape de Tourmalet parce qu'il y a des raisons évidemment politiques, financières, tout ça, la région qui est poussée, c'est normal. En dehors de ça, c'est le minimum, de changer l'ordre. Après, surtout qu'on a déjà vu l'année dernière qu'ils avaient fini à la planche des belles filles, ça n'avait pas posé de problème. Donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas finir la course sur une arrivée au sommet. Après, il y a peut-être aussi justement cette même question politique qui dit venez, finissez à Pau, c'est plus intéressant que de finir au Tourmalet. Ouais, mais justement, un dimanche passé au Tourmalet, médiatiquement pour la région, ça vaut mieux. Après, bon, je sais pas ce qu'ont demandé les élus locaux de chaque côté, mais... mais justement, Pau et le Tourmalet, c'est pas la même région. Bah oui, ni le même département. C'est pas le même département, donc Tourmalet est en région Occitanie, alors que la ville de Pau est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment pas les mêmes collectivités qui paient pour ça. Par contre, oui, ce que tu disais, c'est sur le tracé de l'étape. Si on arrive au en 6 ans, c'est mieux que Aspin.
Et ça aurait pu être l'occasion de tenter une première dans les SO avec la côte de Lançon juste avant. Et une étape avec 3 cols, ça fait que le Tourmalet il est un petit peu différent. Là, l'Aspin a un peu le rôle de premier vrai col de la course et de petit round d'observation avant le Tourmalet où tout se jouera. L'Aspin, il a le rôle de cache-misère pour dissimuler que c'est une course de tête. Après, j'en parlais aussi sur Twitter en faisant un peu la blague, mais de dire, comme ça maintenant, cette année, avec en plus quasiment que du plat avant, le moment où Annemiek van Vleuten lâchera tout le monde, ça sera diffusé à la télé au moins. Mais ça fait un peu ça, on dirait qu'ils ont fait le parcours avant de Vleuten encore sur le vélo cette année. Alors on va mettre le moins de montagne possible, on va mettre le chrono tout à la fin, histoire de bien essayer de préserver le suspense, qui n'existera pas si elle a les jambes qu'elle avait l'année dernière. Enfin, Bon après quand même, sur ce Tour Femme, on a quand même deux nouveautés par rapport à l'année dernière. Déjà, le contre-la-montre, et en plus, on a de la haute montagne. Déjà, rien que ça, c'est une bonne chose. tu comptes ça comme de la haute... Est-ce que tu comptes ça comme de la haute montagne? Le Tourmalet, c'est 2000 mètres d'altitude, donc c'est toujours plus que la planche. Le Tourmalet, c'est dur, mais c'est une étape qui est beaucoup moins dure que l'étape du Markstein l'an dernier. Il y a 2500 de dénivelé au total, je crois, qui est annoncé par Prud'homme. Combien? 2500, il me semble. Bon, après, sur 90 km de mémoire, mais quand même. Ouais, enfin, sur 45. Hein. T'as que la moitié de l'étape où ça monte. Non, mais moi, je trouve que au niveau montagne, je trouve que c'est une régression par rapport à l'an dernier. Là, c'est vraiment, il y a une étape de montagne parce qu'il faut une étape de montagne. C'est pas une vraie étape de montagne, c'est juste une arrivée au sommet avec l'Aspin parce que pour faire jour qu'il y ait quand même plusieurs cols. Mais vraiment, on a presque pris au plus simple et au plus basique. Moi, je trouve ça assez grotesque. Et puis la distance de l'étape, 90 bornes, quoi. Enfin, bon. Oui, c'est l'étape la plus courte de ce Tour Femme. Et bon, après... c'est la distance que j'avais sur mes courses quand j'étais en faciliste, quoi. Mais... bien. Après, la distance qui est hyper courte, ça colle avec le Tour masculin. Hein. On a les étapes de 130 bornes pour les hommes, alors que une distance pour juniors, là, les juniors femmes, elles font bornes. Une cohérence chez ASO. Et après, le fait d'avoir un contre-la-montre qu'on n'avait pas en 2022, c'est une bonne chose ou Oui, non, c'est très bien d'avoir un chrono. C'est très bien d'avoir un chrono. Après, il n'est pas placé de manière intéressante, quoi, mais c'est bien d'avoir un chrono. C'est-à-dire qu'on aura peut-être de la progression et un contre-la-montre mieux placé pour ce que tu attends peut-être l'année suivante en 2024. Pour 2024, on a déjà le fait que très atypique en raison des Jeux Olympiques. Oui, ça dépendra, on verra les dates, on verra comment ça pourra se passer parce que... À la fois les dates et l'endroit exact où ça va se passer. Oui, beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle pour l'instant pour ce Tour 2024. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, ça peut donner une belle course, le parcours qu'on a sur ce Tour de France femmes. Franchement, il faudrait des circonstances favorables, hein, parce que tu peux avoir très vite une course très attentiste, très contrôlée, très fermée, avec sprint à Clermont-Ferrand, sprint à Mauriac, sprint à Montignac, sprint à Albi, sprint à Blagnac. Sprint à Albi, c'est pas gagné. Hein. Les côtes, elles sont quand même assez... bon, je connais un peu moins le cyclisme féminin que toi, mais... mais c'est loin de l'arrivée. Hein. Ouais, mais le milieu d'étape est quand même costaud. Enfin... Oui, non, mais c'est pas pour dire un sprint forcément massif. Pas forcément un sprint massif, mais genre sprint à 60 coureuses, quoi. Après, ça sera toujours les mêmes coureuses qui font les sprints après. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est quand même... faut vraiment que les coureuses, elles soient motivées si jamais tu veux avoir une belle course sur ce parcours, que potentiellement il y ait du vent, des bordures à Albi ou ailleurs, je sais pas, mais je trouve que c'est pas très ouvert, quoi. Rodez est très très bien, avec la longueur et tout, mais je trouve qu'autour, c'est un peu pas très inspiré, pas très... Enfin, on a l'impression qu'ils ont fait ce que moi je craignais qu'ils fassent l'an dernier, c'est un parcours trop facile, où ils osent pas faire des trucs vraiment durs, où ils osent pas vraiment mettre des difficultés, ils osent pas proposer un truc où vraiment tu dois rentrer dedans, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas la crainte de ce qui s'est passé l'année dernière avec un parcours qu'ils ont pu estimer trop dur, avec l'étape des chemins de vigne qui était clairement pas adaptée au cyclisme sur route pour certains passages, et les étapes de montagne qui
on retrouvait à être tellement dur que ça avait déjà pété avant la prise d'antenne. Ah, ça sera peut-être différent en 2024 sans Van Vleuten. En soi, l'étape des chemins, ça n'a pas fait d'écart, justement. C'est un très bon. Il y a eu un problème, sur le Tour de France l'an dernier, il y avait le problème de la grosse différence de niveau entre les très petites équipes et les tops équipes. Mais sinon, après, le problème de Van Vleuten, c'est un problème différent. C'est le même problème que Evenepoel, c'est le même problème que Pogacar. C'est-à-dire qu'il y a une coureuse qui n'est pas dans la même dimension que les autres. En soi, les autres derrière, elles étaient à peu près d'un niveau, enfin, pas forcément extrêmement différent, quoi. Donc, à partir du moment où tu fais quoi? Tu fais toujours les parcours en fonction de Van Vleuten. C'est compliqué si tu fais toujours ça. Juste un point par rapport à ce que tu évoques pour la différence entre les grosses et les petites équipes. L'année prochaine, il y aura nécessairement moins d'équipes que cette année, puisque l'UCI est rendu obligatoire que pour techniquement les courses par étapes du World Tour ayant certaines étapes, mais c'est que le Giro et le Tour, ce devrait être des équipes de 7 coureuses contre 6 cette année. Oui, voilà, ça... Petit changement, donc on verra, il y avait 24 équipes au départ en 2022, on verra combien il y en aura l'an prochain. En tout cas, déjà, la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que les 15 places du World Tour féminin devraient être prises, puisqu'on a plus de demandes que de places pour 2023. Et les réponses seront données en décembre pour les hommes et pour les femmes. Voilà tout. Écoutez, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On aura encore plein de choses à dire, je pense, mais on va s'arrêter là, se limiter à ça. On en reparlera l'été prochain. On se donnera rendez-vous, bien évidemment, 1er juillet, samedi 1er juillet à Bilbao pour le départ du Tour de France masculin. Et puis également, bien sûr, dimanche 23 juillet, l'arrivée du Tour masculin et aussi le départ du Tour féminin de Clermont-Ferrand. Johan, Geoffrey et Titouan, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour analyser, débriefer ces parcours du Tour homme et du Tour femme. Et quant à nous pour Chasse Patate, on se retrouvera la semaine prochaine pour notre dernier podcast de la saison. On se penchera sur une question existentielle qui est le coureur de l'année. Si vous avez déjà vous avez probablement est-ce que c'est le coureur de l'année ou la coureuse c'est déjà une question intéressante. En tout cas, est-ce que c'est le coureur sur route ou est-ce qu'on peut citer des pistards? Il y a trop de questions, on va se garder ça pour la semaine prochaine, mais si vous avez envie de donner votre avis, on a ouvert les votes pour plein de catégories sur le forum, legroupeeto.fr. On a tout un calendrier de catégories avec la principale catégorie, les coureurs de l'année. Vous pouvez aller voter, les votes sont ouverts pendant un mois à peu près, jusqu'à fin novembre, donc vous avez le temps, et donc on en parlera la semaine prochaine pour le prochain podcast Chasse Patate, et en attendant la semaine prochaine, donc vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate.